Devant nous quand même, la nouvelle génération peut-elle effectivement déverrouiller le pays? Quels sont les leviers pour débloquer la France? Réponse, ou du moins élément de réponse, dans un court instant. Voilà donc Laurent Bigorgne, bienvenue de l'Institut Montaigne, entouré de deux nouveaux jeunes intervenants. Je vais commencer par vous, William Martinet. Bonjour. Bonjour. 27 ans, le grand public vous connaît. Vous étiez en pointe. Vous êtes en pointe sur les manifestations étudiantes. Vous êtes patron de l'UNEF, le syndicat. Vous êtes quoi? Vous êtes un militant? Vous êtes un étudiant? Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, vous? Vous êtes un futur politique? Non, là, je me sens surtout étudiant, jeune, étudiant qui, pendant ses études, réfléchit à son insertion professionnelle et du coup réfléchit surtout à quelle va être la conséquence de ce projet de loi travail sur mon insertion professionnelle. Et je crois que c'est ça qui fait mon engagement et c'est ce qui, en ce moment, est en train de faire l'engagement de beaucoup d'étudiants. Votre engagement contre la loi El Khomri, c'est étonnant, c'est la gauche qui manifeste contre la gauche dans la rue. Il y a quelque chose d'assez étonnant de voir même les MJS battre le pavé avec vous. Finalement, c'est assez simple. Vous savez, il y a 10 ans, en 2006, avec le contrat première embauche, on avait un gouvernement qui nous expliquait qu'il fallait être précaire pour entrer sur le marché du travail. Et là, 10 ans après, malheureusement, on nous ressort le même discours. Le projet de loi n'est pas exactement le même, c'est pas exactement les mêmes problématiques. Est-ce que tout est jeté dedans? Mais c'est le même discours. Écoutez, on l'a lu attentivement, ce projet de loi qui, c'est vrai, est un petit peu complexe, qui fait une centaine de pages. Sur cette centaine de pages, on a du mal à voir qu'est-ce qui va améliorer l'insertion professionnelle des jeunes. Par contre, on y voit beaucoup de recul potentiel. En tout cas, vous êtes très engagé, très militant sur le terrain. À vos côtés, également Laurent Bigorgne. Laurent Alias, bienvenue. Vous êtes jeune entrepreneur, enfin, vous avez 30 ans. Ça y est, vous avez atteint quasiment la date limite de fraîcheur. De péremption. Mais vous êtes toujours jeune, je vous rassure. Vous êtes plutôt, dans votre esprit, un entrepreneur, c'est ça? Vous avez confondé une agence de pub, vous n'aimez pas qu'on dise ça, je crois, qui s'appelle Josiane. Allez-y, racontez un peu ce que vous faites. En fait, et votre état d'esprit également. Ouais, l'état d'esprit, c'est une forme d'optimisme, quand même, mais réaliste, parce que c'est compliqué, c'est dur. C'est dur pour les jeunes, c'est dur pour tout le monde, pas que pour les jeunes, les entrepreneurs également, qui sont jeunes ou moins jeunes. J'ai ma société qui s'appelle Josiane, qui est une agence, je préfère le mot idée que publicité. J'ai créé aussi le CJE, qui est un club d'entrepreneurs, on est un peu plus de 5000 entrepreneurs, j'ai créé ça il y a 7 ans. En sortant d'école, qui rassemble des entrepreneurs. Et puis j'ai aussi créé, je fais beaucoup de choses, je dors peu, j'ai créé les Chatons d'Or. Les Chatons d'Or. Les Chatons d'Or. Bon. C'est le festival ouvert aux idées qui font avancer les idées. Et c'est cette forme d'optimisme qui est en moi, qui se ressent dans ce que j'ai créé. Faire émerger les idées pour essayer de faire avancer les choses, plutôt que d'être uniquement en opposition avec ce qui existe. Plutôt être dans une forme de construction. Optimiste, mais pas lourd à vie quand même de service. Vous êtes conscient de ce qui se passe autour de vous? C'est dur. C'est dur. On a, pour les jeunes, une précarité qui n'a jamais été aussi élevée. On a une société qui a un vrai manque de confiance, mais sur toutes les strates de la société, écologiquement, économiquement, socialement. On a un manque de repères, et donc je suis plutôt dans une phase de construction que d'opposition. Alors Laurent Bigorgne, cette France, elle se surestime? Moi, je vais commencer par un petit jeu parce qu'il faut se détendre à mi-chemin de l'émission. C'est une question fondamentale. J'ai le jeu du qui a dit. Un petit quiz, c'est ça? Un petit quiz, exactement, mais qui s'adresse à Nick Cohn-Bendit et à nos deux jeunes invités. Vous allez voir, c'est assez simple. Est-ce que les jeunes vivront mieux en 2017 qu'en 2012? Je demande à être évalué sur ce seul engagement, sur cette seule vérité, sur cette seule promesse. François Hollande. François Hollande qui a prononcé cette phrase. Alors, un point pour Laurent Alias. Exactement. C'est la seule question du qui a dit, mais la première question que j'aurais envie de poser à vous, qui êtes un observateur malgré tout de la jeunesse, et puis à vous deux, c'est est-ce que les jeunes, on n'est pas tout à fait en 2017, mais vivent mieux à la fin du quinquennat qu'au début du quinquennat, sachant, et je le dis, c'est un peu une précaution méthodologique, que chaque candidat à la présidence de la République explique depuis assez longtemps que les jeunes, évidemment, sont sa priorité
il n'en reste pas moins que la plupart des politiques publiques conduites sont conduites en dépit de cette promesse et parfois même contre cette promesse. Alors, on va laisser répondre d'abord Danny Cohn-Bendit, puis nos deux jeunes. Comme je trouve ça, une phrase péremptoire idiote, on ne peut pas avoir une bonne réponse. C'est pas vrai qu'on change la vie en 5 ans. C'est un des problèmes. On peut faire évoluer politiquement la société, mais si c'était si simple, s'il fallait trouver la baguette magique et en 5 ans, les jeunes disent « Ouh là là, ça va mieux », moi je crois qu'il a raison, c'est dur. La précarité, c'est quoi? C'est qu'on n'arrive pas, la France est un pays qui crée très peu d'emplois, nouveaux emplois. Il a raison, Laurent Alias. Oui, oui, pardon. Oui. Et donc, dans cette situation, je comprends très bien l'angoisse des jeunes. Moi, où je veux dire, là, que je comprends la révolte contre la loi El Khomri, mais en même temps, je ne dirais pas ça va se dégrader, puisque si ça va mal, je ne crois pas que ça va... Le problème, ce n'est pas ça. On a une société qui, en fait, a choisi le chômage pour les jeunes et non pas de lui donner des possibilités. Et ça, c'est la réalité aujourd'hui. Alors, est-ce que la loi El Khomri répond à ce problème? C'est vraisemblablement non, mais ça ne veut pas dire qu'on peut laisser les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Alors, si on va un peu plus loin dans l'analyse, parce que vous avez un terrain d'entente tous les deux sur le vraisemblablement non ou le radicalement non, regardons un peu le chômage en France, qui à 80% est un chômage qui touche des non qualifiés. Donc là, on essaye de prendre un certain nombre de mesures pour débrider l'emploi, débrider la peur de l'emploi vis-à-vis de ce public qui tombe au champ d'honneur majoritairement. Là où j'ai du mal à vous suivre, c'est que je vois mal en quoi les étudiants aujourd'hui, qui viennent déjà des couches socio-professionnelles les plus favorisées de France, pas tous, mais en tendance et majoritairement, qui ont les espérances de revenus futurs les plus importantes, qui seront majoritairement qualifiés, trouvent que cette loi va les toucher, alors que le chômage aujourd'hui est d'abord et avant tout un phénomène qui touche les non qualifiés. C'est tout à fait juste. Moi, je n'ai pas dit que c'est cette couche-là qui va être la plus touchée. Je dis simplement que la loi El Khomri ne fait rien. C'est pas vrai. C'est là où je ne suis pas d'accord. C'est est-ce que vraiment, aujourd'hui, les Allemands avaient répondu, et on peut être contre, par les petits boulots. Ce qui a relancé l'emploi en Allemagne, c'est les petits boulots et la somme des petits boulots, donc une généralisation de la précarité. Ça a été une réponse. Une réponse qui fait qu'aujourd'hui en Allemagne, 75% des gens sont plutôt satisfaits de leur situation. Alors ça, c'est un peu la négation des CDI, quelque part. William Martinet, répondez à ce que dit Danny Cohn-Bendit. Moi, je n'ai pas dit que j'étais pour, j'ai expliqué comment une société a réduit de moitié son chômage. C'est tout. Après, on peut dire je ne veux pas ça, ce qui est tout à fait légitime, mais il faut voir comment les choses fonctionnent. On a bien compris. William Martinet, qu'est-ce que vous répondez à Laurent Bigorgne? Et d'abord sur cet engagement de François Hollande, la jeunesse qui doit vivre mieux en 2017 qu'en 2012. Je crois que cet engagement, il était très fort. C'est déjà une des explications qui fait qu'en 2012, les jeunes ont voté assez largement pour François Hollande, notamment au deuxième tour. Parce que surtout, cet engagement, il soulève une vraie question, non seulement dans notre pays, mais je crois dans beaucoup de pays européens. Parce que malheureusement, cette dernière décennie, en particulier depuis le début de la crise économique, nos pays font finalement la pire chose qu'on peut faire en période de crise économique, c'est sacrifier les jeunes et en faire la variable d'ajustement. Et depuis 10 ans, les inégalités qui se sont le plus creusées dans nos sociétés, et y compris en France, ce sont les inégalités générationnelles. Et c'est le cas sur tous les sujets. C'est le cas sur l'emploi, c'est le cas sur le logement, c'est le cas sur la précarité ou la grande pauvreté. Et donc moi, ce que j'ai compris derrière l'engagement de François Hollande au moment de la campagne présidentielle, c'est pas tant qu'il allait pouvoir nous sortir un thermomètre et un chiffre à la fin de 2017 qui montre à quel point la situation des jeunes s'est améliorée ou pas. Mais en tout cas, ce qu'on attendait, c'était qu'il inverse cette logique-là, qu'on se dise que... Une sorte de dynamique, c'est ça? Oui, dans un temps difficile, dans une période de crise, plutôt que de sacrifier les jeunes, on va considérer au contraire que c'est sur eux qu'il faut investir, c'est eux l'avenir de la société. Et malheureusement, dans ce projet de loi travail, dans ce projet de loi El Khomri, on ne voit pas l'ombre de tout ça. Donc on peut discuter, je ne sais pas là si le but c'est d'avoir un grand débat sur le contenu de ce projet de loi travail, mais au-delà des désaccords qu'on a avec ce projet de loi, je crois qu'à aucun moment on peut expliquer que là, les dizaines de milliers de jeunes qui ont commencé à manifester dans la rue contre ce projet de loi réclament un statu quo sur le marché du travail. Personne ne réclame ça. Moi, je suis d'accord avec le constat d'une société française bloquée qui ne fait pas confiance avec ces jeunes. Mais par contre,
expliquer que le Oui, blocage oui. de notre société, on doit y apporter la réponse par libéraliser le marché du travail. On a bien compris. On confond tout. Laurent Alias, vous, les promesses gouvernementales, elles vous passent au-dessus, c'est ça vous agissez dans votre coin, c'est quoi l'idée? Alors, pas dans mon coin, parce que sinon ça bougerait pas trop. Je pense que Chacun doit agir pour soi. chacun doit prendre ses responsabilités. Déjà, on est dans un monde qui a changé. J'ai même envie de dire qui est en train de changer. C'est-à-dire qu'on est entre deux mondes. L'ancien monde, le nouveau monde qui pède à émerger. Et donc, Antonio Gramsci. Mais vous dites quoi? Il faut faire fi des promesses des politiques à chaque campagne électorale et puis il faut tracer son sillon, c'est ça l'idée ou quoi? Alors après, je parlais de ce monde qui change et puis un système politique qui, lui, est toujours ancien. Qui est toujours le XXe siècle, qui n'a pas changé fondamentalement. Donc on a des petits changements de forme, mais sur le fond, il n'y a eu aucun changement. Vous voulez dire quoi? Que la révolution, jadis celle de Daniel Cohn-Bendit et aujourd'hui William Martinet, ces amorces de révolution, elles sont pour vous, elles sont obsolètes pour vous? Il faut faire autre chose? C'est quoi? C'est le réel qui s'impose, c'est ça? Je pense que la révolution, comme on a pu la vivre, j'étais pas né en mai 68, aujourd'hui, les mécanismes de la révolution n'ont plus rien à voir. Le cœur d'une révolution, c'est un sentiment d'injustice, c'est l'envie de changer les choses, l'envie de faire bouger les choses. Et je pense que on descendait dans la rue pour dire on n'est pas content. Je pense qu'aujourd'hui, la solution, elle viendra de la société civile et donc des jeunes, dans une forme de construction. Plutôt que seulement dire je suis contre, c'est je propose ça. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on a quoi? On a une droite, une gauche qui sont contre. Une alternative, qui est l'extrême droite, qui est contre tous ceux qui sont contre. On a des syndicats qui sont contre des patrons. Bref, tout le monde est contre tout le monde. On a des syndicats qui ne représentent que 20% des salariés. Oui. Daniel Plus. Cohn-Bendit. 7%. 7%. Je veux dire, 7%, un des dit problèmes Laurent de la Billon. France. C'est le taux de syndicalisation. Donc 20%, c'est la participation aux élections professionnelles. Oui, d'accord, mais Daniel Cohn-Bendit. ni l'un ni l'autre, Un petit peu, l'un et les autres. financement. Je veux dire par là qu'un des problèmes de la France, par exemple, c'est que et le patronat et les syndicats, en général, sont incapables de négocier ensemble, de se parler. Dès qu'on propose quelque chose et qu'il y a un accord, le patronat dit ça suffit pas, et les syndicats disent c'est trop. Donc cette société est à aucun moment capable de trouver un point d'accord, et on le fait. Après, on verra. Daniel Cohn-Bendit, vous aviez dit tout à l'heure, quand j'avais 23 ans, au fond, j'avais envie de faire la révolution. Vous auriez aujourd'hui 23 ans, en écoutant ce que dit Laurent Alias, vous voudriez encore faire la révolution comme il y a 50 ans, ou vous seriez peut-être plus pragmatique? I don't know. J'en sais rien, moi. Vous pouvez pas demander à 71 berges qu'est-ce que tu fais si tu avais 63 ans, 23 ans aujourd'hui. Moi, je vois ce que fait mon fils. Mon fils est complètement différent. Il est plutôt, il fait ses études. Il a 4 petits boulots à côté. Il veut se financer. Il a envie d'avancer. Il manifeste contre l'extrême droite. Enfin, il est hybride et multiple. C'est ça. Et je crois, moi, je comprends ces révoltes, mais je dis. Il faut arrêter de définir, que ce soit les jeunes, les vieux, les classes moyennes, comme unidimensionnels. Le monde d'aujourd'hui fait de nous des gens hybrides et multiples. Mais pour nous aider à avancer, d'ailleurs, je vais essayer d'analyser un instant et de comparer malgré tout la révolte de votre jeunesse et puis celle qu'on croit voir c'est ce qui c'est aujourd'hui. En 68, clairement, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais c'est une société fracturée entre jeunes et vieux. D'accord ? Ce qui me frappe, moi, énormément dans ce qu'on est en train de voir, c'est qu'aujourd'hui, descendent dans la rue les jeunes qui, au fond, représentent 2 Français sur 5, ceux qui seront diplômés de l'enseignement supérieur. Eux, ils viennent nous dire on ne veut rien de change. Il y a On veut 45% 40, oui, 2 sur 5. Quoi. Pardon. 45% 2 sur d'une 5. génération Qui quoi est diplômée de l'enseignement Allez, supérieur. 2,2 sur 5. Hein, 2,2 Français sur 5. 45% ou 2,5 ? Non, 45%. 2,2 Français sur 5. Ah oui, 2 sur 5, donc 45%, ça revient Et donc, aux mêmes choses. vous avez aujourd'hui... Hein, ouais, je suis mauvais en maths, mais c'est à peu près la même chose. Oui. Ok. Ces étudiants-là qui viennent nous dire on ne touche pas au CDI, on ne touche pas à la fonction publique, on ne touche pas au droit du travail, alors que partout ailleurs autour de nous en Europe, depuis Ça, 2008... c'est les libérales de oui. l'Institut Montaigne. Mais bien sûr, mais... Oui, j'ai non, mais aucun c'est un problème avec argument. ça. Je cherche Mais simplement le 2 sur localiser. 5, la jeunesse qui manifeste aujourd'hui, si je comprends bien, c'est celle de l'UNEF et celle des universités. Celles qui ne manifestent pas sont les non qualifiés, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucun diplôme. C'est ceux qui ont un diplôme qui n'est pas au niveau du bac, qui donc rend les choses un peu difficiles dans notre société. Non, plutôt Et que c'est vous ceux, faire- et Attendez, c'est laissez ceux, finir, et c'est ceux qui le sont, et c'est tracteur. ceux qui sont au niveau du bac. Oui.
et qui n'ont que le bac et parfois qui ne sont qu'en terminale. La question que je me pose aujourd'hui, c'est pas tellement d'ailleurs d'analyser le conflit en termes générationnels, mais est-ce qu'au fond, il n'y a pas un égoïsme, pardon de le dire, de classe, qui fait qu'aujourd'hui, les mieux protégés, ceux qui viennent déjà des couches les plus favorisées de la société, manifestent pour être sûrs de garder des acquis, alors que ceux qui sont en dessous et qui n'ont pas cette capacité à se révolter, qui ne sont représentés par personne, sauf parfois par des partis extrêmes, se trouvent sans voix. Et on leur dit, la seule promesse, effectivement, c'est un taux de chômage à 25% pour les jeunes. Alors, William Martinet, problème de classe ou pas? Plutôt que de vous faire porte-parole de ceux qui manifestent pas, je vous propose de venir à la prochaine manifestation. Et puis peut-être déjà, oui, mais comme vous parlez des manifestations d'aujourd'hui, je pense que c'est important que vous veniez les voir. Et déjà de regarder, en fait, même avant, une première chose, c'est l'appel des organisations de jeunesse qui a initié la dernière manifestation. Et regardez qui sont les associations signataires de cet appel. Vous avez effectivement des syndicats étudiants et des lycéens. Et vous avez des associations qui représentent des jeunes de milieux ruraux, des associations qui représentent des apprentis, et notamment des apprentis mineurs, dont je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit les classes sociales qui soient les plus favorisées. Regardez aussi dans les manifestations, par exemple, quels sont les lycées qui se sont le plus mobilisés. C'est notamment les lycées professionnels. Pourquoi? Parce qu'à tous ces jeunes, quand on leur parle précarité, ils savent extrêmement bien ce que ça veut dire. Et à chaque fois qu'on libéralise le marché du travail, ce sont ces jeunes précaires qui en subissent le plus les conséquences. Une des propositions, enfin une des réflexions dans ce livre qui va te faire exploser. Moi, je dis que le CPE, c'était en soi pas une idée complètement idiote, mais d'une manière complètement idiote mise sur la table. Qui était mal vendue à l'époque. Non, pas seulement mal vendue, mal organisée. Est-ce que, par exemple, quand on prend la France d'aujourd'hui, un contrat de premier emploi formation, de dire, si vous prenez, vous payez 70% du SMIC pendant 2 ans, et après, vous engagez. Vous ne pouvez pas renouveler pour, justement, en fait, passer sous la table. Est-ce que ce n'est pas une possibilité pour des tas de jeunes qui, aujourd'hui, ne sont pas formés, qui sont complètement à la ramasse, de rentrer dans le système, disons, du travail? Donc, alors, un premier contrat formation, un premier emploi formation qui après te donne la possibilité. Parce qu'on me dit on va réformer la formation professionnelle en France. Inch'Allah, mais ça dure 10 ans. Si vous commencez à réformer la formation professionnelle en France, vous y arriverez dans 10 ans à ce que ça soit mieux. On peut se demander, Danny Cohn-Bendit, aussi si la loi El Khomri, ou du moins l'avant-projet de loi, puisqu'on est pour l'instant qu'au début de cette loi, est-ce qu'elle est réellement anti-jeune? Est-ce qu'elle est anti-jeune? À partir du moment où ils la ressentent comme ça, elle est bête. Quand vous faites quelque chose et que les gens ne le comprennent pas, c'est que vous êtes c'est ce que je dis. Si vous êtes de gauche, c'est quand même un gouvernement qui vient de la gauche, qui est incapable, en amont, de se mettre d'accord avec la CFDT, qui rentre à la maison, ils savent pas ce que c'est que la politique. Enfin, c'est débile, c'est débile. Ce qui surprend les observateurs quand on regarde ce qui vient de se passer, c'est que le 18 janvier, le président de la République annonce des mesures qui vont dans le sens d'une forme de sécurité, ce qui est tout à fait nécessaire sur le marché du travail, et que mi-février, il annonce la partie flexi. C'est ce qu'on appelle la flexi-sécurité dans toutes les grandes démocraties. Non, mais il n'y a pas de sécurité. Comment? Il y a très peu de sécurité dans la loi El Khomri. Il a commencé en janvier par tous les éléments et tout l'argent qu'il était prêt à remettre sur la table pour dire aux gens, il y aura de la sécurité, il y aura de la formation, il y aura des filets, et on maintient ces systèmes-là. Et puis en février, alors qu'on attendait tous en janvier des annonces, puisqu'on avait décrété un état d'urgence économique, et en février, là où on n'attendait rien, sort une loi, effectivement, qui est un très gros projet de loi. Mais ce qu'on peut regretter, c'est qu'effectivement, la pédagogie n'en a pas été faite. Non, mais on ne met pas ensemble les mesures n'ont pas été liées. Mais si, la flexi-sécurité, Daniel Cohn-Bendit, c'est ce qu'on trouve en Allemagne. Non, regardez le Danemark. La flexi-sécurité. Si aujourd'hui, vous flexibilisez le marché du travail, ou vous dites allocation universelle, c'est-à-dire vous sécurisez au niveau de revenus ceux qui vont au chômage, c'est une possibilité. Ou formation. Ou formation. Les formations, les Danois, c'est pendant 4 ans. Bien sûr, le chômage, c'est pendant 4 ans. Est-ce qu'on a dit ça? Est-ce qu'on dit que quelqu'un qui perd son boulot aura une formation chômage pendant 4 ans? Est-ce que c'est dans la loi El Khomri?
enfin, si je puis me permettre, Non. en même temps qu'Agua Non, El Khomri, mais non. en même Sinon- temps qu'Agua El Khomri, sinon- mais en même temps qu'Agua El Khomri, il y a la négociation sur l'UNEDIC. Je vous rappelle qu'on a le régime elle est d'assurance mal chômage. partie, cette On a, négociation sur l'UNEDIC. mais c'est là- c'est la plus baisse. généreux. Oui, du mais là, temps vous êtes d'indemnité. un scientifique et pas un politique. Si Bah, vous êtes un excusez-moi de savoir les politique... choses, ou en tout cas Non, de mais, prétendre mais les je savoir, ne... on y a accès, je suis Oui, mais désolé. c'est pas de savoir C'est les un choses. expert, Laurent Bigot. Oui, un expert, pardon. Mea culpa, un expert. Un expert. Mais le problème des experts, c'est qu'ils n'ont pas à persuader une opinion publique. Si vous allez, quand vous savez la sensibilité de la France face à la flexibilisation, vous savez que ce pays fait des crises d'urticaire sur le libéralisme. Si vous pouvez dire que quelqu'un est libéral, TDIA, vous l'avez tué. Mais à droite comme à gauche, hein, qu'on est colbertien. et ça. Donc à oui. partir de là, quand vous sortez une loi, il faut que tout soit en même temps sur la table. Et non pas, oui, mais j'ai dit il y a 15 jours, et j'ai dit il y a 3 semaines, et j'ai dit il y a un an. On a le même sujet, je leur reproche de ne pas l'avoir fait. Il y a un problème Laurent de le faire Alias. savoir, il y a un vrai problème de le faire savoir. À partir du moment où la loi, le projet de loi n'est pas compris, c'est qu'il est mal expliqué ou c'est que les personnes qui nous racontent l'histoire. Est-ce qu'on peut nous dire ce qu'on a mal compris dans le projet de loi? Moi, je veux bien partir du principe que j'ai pas bien compris. J'ai les l'impression choses qu'on fait et les l'amalgame articles et du qu'on projet fait de des loi. liens Juste qu'on nous directs dise. entre Alors, flexibilité et précarité. Moi, je suis chef d'entreprise. Le code du travail, c'est un truc comme ça. Vous avez Je n'y comprends combien de rien. salariés chez vous? Combien de salariés? J'ai 10 salariés. D'accord. J'ai un expert comptable qui me dit tous les 3 jours qu'il y a ça qui change. J'ai encore reçu un courrier il y a 2 jours qui dit qu'il y a ça, il y a des nouvelles trucs qui arrivent. On n'y comprend rien. C'est opaque. Donc il y a un besoin de simplifier au-delà de flexibiliser. Et donc le lien entre simplifier et précarité, il n'est pas là. Il y a un moment, il faut regarder dehors. Les carnets de commandes, ils sont vides. L'économie va mal. Donc, il n'y a pas de taf, il n'y a pas de boulot. Donc, s'il n'y a pas de boulot, essayons de simplifier, essayons de favoriser. Le seul endroit, si on prend une réaction chimique, on parlait de science tout à l'heure, quand il y a une réaction chimique et qu'on veut l'accélérer, si le seul endroit où on va l'accélérer, c'est en travaillant sur le facteur limitant. Le facteur limitant, c'est la peur des chefs d'entreprise à embaucher. Parce qu'ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Mais là, on peut changer l'argument. On peut changer l'argument sur la peur. Parce que dès qu'on dit chef d'entreprise, il y en a déjà qui ferment les oreilles. Mais oui, Bon, c'est ça je le donne- problème. Mais attends. C'est Ça le fait problème. aussi lever ouais, les yeux au ciel, William Martinet. Non, non, c'est moi ce qui me fait lever les yeux au ciel, c'est que du coup, j'ai toujours pas compris qu'est-ce que je n'avais pas compris dans le projet de loi travail. Et je Bon. pense pas que c'est avec ces Là, explications. il nous faudrait une émission complète pour... Mais non, mais qu'on va voudrais- beaucoup progresser, je voudrais mais revenir- on peut discuter de questions de recrutement chez les employeurs. Moi, avoir la réflexion sur qu'est-ce qui permet de rassurer un employeur et de faire qui l'emploie, j'ai aucun problème avec ça. Sauf que le contenu de ce projet de loi, c'est pas ça. Le contenu de ce projet de loi, c'est les licenciements abusifs et leur plafonnement aux indemnités prud'homales. Si, ce projet de loi parle de licenciements abusifs et de prud'hommes. Laurent Voilà, ça, Bigot. c'est quelque chose de très concret. Il vise à sécuriser, notamment dans les PME, Ceux qui licencient abusivement. ceux qui d'abord ont. Pour licencier, il faut avoir employé. Oui. D'accord. Il vise à sécuriser le geste qui consiste à faire une embauche parce qu'on donne de la visibilité sur ce qui se passera si économiquement les choses vont Je mal. donne un non. exemple. Si. Je donne Mais un si, exemple. ne dites pas non. Allez, Un il chef faut- d'entreprise Moi, je voudrais se donner lève un pas. exemple. chef Vous avez vu la d'entreprise se dispute lève autour pas de le la- matin oui. pour licencier. Un chef d'entreprise, il se lève le matin Pour embaucher. pour créer de la valeur, Le pour licenciement abusif, c'est une réalité. Daniel Cohn-Bendit, Tous Je voudrais ceux qui donner un sont dans exemple l'entreprise pour sortir de cette Il contradiction. reste très peu de temps. Ouais, Allez, pour sortir. allez. Prenons par exemple un artisan qui fait du solaire sur les toits. Alors d'abord, la France et la gauche a coupé toutes les subventions pour le solaire qui le met en difficulté. Là, on est d'accord. Et deuxièmement, payer 40 milliards pour le CICE Oui, plutôt que oui. d'investir dans ces secteurs-là. ça, qui il fallait pourtant faire les sont deux. l'avenir. Il fallait faire les deux, d'après moi. Mais ça, c'est un Allez, autre il faut débat. conclure. Mais, à partir de là, un artisan, il a un carnet de commandes. Je vais faire 10 toits. Il peut embaucher. Mais si le 11e toit, le 12e ne vient pas, s'il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui en France? Parce que c'est une autre réalité, il faut le dire. Mais si, Et au est-ce que- noir. oui. Il fait travailler au noir. Regardez le nombre d'artisans qui sont obligés de faire travailler au noir parce qu'embaucher réellement fait que si le solaire s'effondre, Bon. il s'effondre avec. William Martinet, une poignée de secondes, parce que c'est quasiment fini. Là, vous avez envie, vous, d'être patron un jour et d'embaucher? Ben oui, moi je veux travailler dans l'économie sociale et solidaire. Et donc je ne sais pas ce que l'avenir me réservera, mais peut-être que je serai à la direction d'une coopérative un jour. Donc c'est pour ça que j'ai aucun problème avec ces questions économiques. Le marché du travail est complexe, qu'il y a des salariés et des employeurs, j'ai aucun souci avec ça. Mais par contre, au-delà des grands discours théoriques sur la flexibilité, etc., moi j'aime bien parler des choses concrètes. Et par exemple, ce projet de loi, quel va être son impact sur le marché du travail? Et je pense que c'est ça qui est important. 10% qui de intéresse chômage en les gens. France, ce n'est pas théorique. Hein.
Tout à fait, tout à fait. 25% chez les hein. jeunes. Et 25% chez les jeunes. Ce sera le mot de la Et fin. c'est la moitié en Allemagne. Mais c'est précaire. Merci à tous les trois, notre expert, Laurent Bigorgne, William Martinet et Laurent Alias, d'avoir animé cette deuxième partie. Alors nous refermons l'émission en général avec Danny Cohn-Bendit, un coup de cœur. Je vous le pique, puisque je vais faire la promotion de votre coup de gueule, si je puis dire. Je rappelle le titre de votre ouvrage avec Hervé Algalarondo chez Fayard. Et si on arrêtait les conneries, j'aime bien votre titre. Ça claque bien, hein. Ouais. Merci d'être venu. Merci d'avoir été, Danny Cohn-Bendit, l'invité de ce numéro de Génération d'idées. Il faudra en faire quelques-unes des émissions pour essayer de débloquer le pays, hein, je crois. Oh, si c'est que des émissions qui puissent débloquer, ça serait facile. Merci. On fait une dizaine et c'est débloqué. Merci et à bientôt.